Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, participe à New York à une série de réunions ministérielles sur la question palestinienne en prévision de l'importante échéance attendue au Conseil de sécurité concernant le dossier de l'adhésion à part entière de l'État de Palestine à l'Organisation des Nations Unies. L'Algérie a justement procédé hier à l'introduction et la mise en bleu de son projet de résolution. Le peuple palestinien, les militants de la justice et de la paix à travers le monde expriment en ce 17 avril, journée du prisonnier, leur soutien à la cause palestinienne au moment où l'entreprise génocidaire sioniste s'est accentuée depuis le 7 octobre dernier. L'armée sioniste continue d'ignorer tous les appels internationaux à mettre fin au bain de sang des innocents. Le point de la situation dans un moment. À Tindouf, une dynamique économique est constatée au cours de la Semaine nationale de l'intelligence artificielle où nous avons eu l'occasion de découvrir des projets innovants mis au point par des étudiants du centre universitaire Ali Kafi qui, une fois concrétisés, permettront de créer de la richesse et de l'emploi. Notre dernière halte sera la ville de Tlemcen, qui a toujours été une destination prisée par les savants, témoin d'une époque prospère, Dar el-Hadith, qu'on vous propose de découvrir à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, participe à New York à une série de réunions ministérielles sur la question palestinienne en prévision de l'importante échéance attendue au Conseil de sécurité concernant le dossier de l'adhésion à part entière de l'État de Palestine à l'Organisation des Nations Unies. Attaf devrait également participer à 2 séances de débat de haut niveau au Conseil de sécurité sur le rôle des jeunes face aux défis sécuritaires dans la région méditerranéenne et le soutien à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Parallèlement, le ministre participera à une réunion de l'Assemblée générale s'inscrivant dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, notamment ceux liés à l'accès à tous à l'énergie durable. L'Algérie a procédé hier à l'introduction et la mise en bleu de son projet de résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, recommandant à l'Assemblée générale l'admission de l'État de Palestine comme membre de l'Organisation des Nations Unies. Cette étape étant la dernière avant le vote du projet de résolution par les membres du Conseil de sécurité prévu demain, fortement soutenu par le groupe arabe à New York. Cette démarche fait suite aux efforts inlassables déployés par l'appareil diplomatique algérien conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de mobiliser le plus grand soutien possible pour permettre à l'État de Palestine d'obtenir son statut de membre à part entière de l'ONU. Je vous le disais en titre, le peuple palestinien, les militants de la justice et de la paix à travers le monde expriment en ce 17 avril, journée du prisonnier, leur soutien à la cause palestinienne au moment où l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Chaque jour, 78 prisonniers palestiniens risquent la mort dans la prison de l'occupant sioniste d'Amos. Hier encore, les forces d'occupation sionistes ont arrêté 25 Palestiniens, dont un enfant et d'anciens prisonniers dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée. Rina Lorari. Aujourd'hui marque le 50e anniversaire de la journée du prisonnier palestinien. Une journée de solidarité avec les milliers de Palestiniens détenus par l'occupant sioniste, commémorée dans un contexte d'intensification des campagnes d'arrestation dans les territoires palestiniens occupés, notamment depuis l'agression contre Gaza, et des pratiques inhumaines dans les geôles sionistes qui utilisent la prison comme arme de guerre. Célébrée le 17 avril de chaque année, pour évoquer le premier prisonnier palestinien libéré le 17 avril 1974, cette journée revêt une importance capitale pour sensibiliser le monde aux souffrances endurées par ces hommes, ces femmes et ces enfants qui luttent pour la liberté et l'indépendance de leur pays. Elle vise également à faire davantage pression sur l'entité sioniste pour obtenir une libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers victimes de viles pratiques au quotidien. Humiliation, torture, détention arbitraire, peine disproportionnée, conditions de détention indignes, isolement prolongé,
Maltraitance, absence de soins médicaux, mais encore des punitions collectives, démolition des maisons de la famille du prisonnier et non-remise du corps après son décès en prison. Et la liste est encore très longue. Regarde, je vais te montrer son dos, tu vas rigoler, regarde. Ils l'ont torturé, on va te faire parler. T'as vu son dos? Depuis le début de la guerre génocidaire à Gaza il y a plus de 6 mois, le nombre de Palestiniens arrêtés en Cisjordanie occupée a atteint des chiffres alarmants. Les prisons de l'occupation comptent actuellement près de 9400 détenus, dont 500 enfants. Parmi eux, plus de 4800 détenus administrativement, sans procès ni inculpation, soit une augmentation de 200%, emprisonnés dans des conditions déjà sévèrement critiquées et dénoncées par les ONG de défense des droits de l'homme depuis des décennies et qui ne cessent de s'aggraver. Nous évoquerons le cas du militant palestinien Marwan Barghouti, en détention depuis 22 ans, dont l'état de santé s'est détérioré après son agression par des gardiens de prison. Au mois de Ramadan, plus de 9100 prisonniers, dont des femmes, des enfants et des malades, ont été affamés et privés de nourriture par l'administration pénitentiaire sioniste, une politique des plus dangereuses imposée aux détenus, associée à la torture, au mauvais traitement et aux punitions collectives. Depuis le 7 octobre dernier, au moins 27 Palestiniens sont morts en prison dans l'indifférence la plus totale et plus de 270 femmes, dont 2 enceintes, ont été arrêtées par les forces d'occupation. Les journalistes palestiniens ne sont pas épargnés par ces arrestations arbitraires. Ils sont au total 66 à croupir en prison sans motif valable. Les forces d'occupation ont même procédé dernièrement à la réincarcération d'au moins 10 prisonniers libérés individuellement ou dans le cadre d'échanges de prisonniers, au mépris de tous les accords conclus interdisant l'intimidation ou le harcèlement d'un détenu libéré. Cette pratique, dénoncée par le comité chargé des prisonniers et ex-détenus palestiniens, met en lumière l'urgence pour la communauté internationale d'agir pour mettre fin à ces violations flagrantes des droits de l'homme. Plusieurs dizaines de morts supplémentaires ont été recensées à Gaza ce mercredi où l'ensemble de la population, plus de 2 millions de personnes, est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë et la majeure partie de la population a été déplacée. Le point de la situation avec Melike Blel. En 24 heures, au moins 56 morts supplémentaires ont été recensés dans la bande de Gaza. Hier soir, une autre atrocité a été commise par l'armée d'occupation sioniste dans la ville de Rafah. Un énième crime qui a entraîné le martyre de 4 Palestiniens, dont des enfants et des femmes. Pendant la journée, les raids de l'occupation n'ont pas cessé et d'autres crimes ont été commis au nord et au centre de la bande de Gaza. Plus de 10 martyrs ont été transportés à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa et l'hôpital El-Koweïti. De l'autre côté, l'armée sioniste continue d'ignorer tous les appels internationaux à mettre fin au bain de sang des innocents. L'armée d'occupation sioniste a bombardé le camp de réfugiés d'El Marazi. 10 Palestiniens sont tombés en martyrs et 30 autres ont été blessés. Dans la ville de Gaza, l'entrée de petites quantités de carburant et d'aide au cours des derniers jours, grâce à certaines pressions internationales, ne suffisent pas à répondre à leurs besoins. Les habitants continuent de faire la queue pendant de longues heures pour obtenir du pain qui leur a été privé pendant plus de 6 mois. Nous avons attendu plusieurs heures pour une miche de pain. C'est une lutte très difficile et c'est injuste. Cela fait des mois que nous ne consommons plus de pain et d'autres aliments. Mais hamdoullah, nous avons pu jeûner malgré tout ça et passer un ramadan sans faim. Pendant ce temps, l'entité sioniste continue ses assauts meurtriers qui ont réduit de larges zones de Gaza en un champ de ruines parsemé de bâtiments éventrés, de cratères de bombes et de décombres. Les combats et le siège imposés par l'entité ont déclenché une grave crise humanitaire. Et puis, sachez que l'ONU va lancer aujourd'hui un appel aux dons de 2,8 milliards de dollars pour aider la population palestinienne à Gaza et en Cisjordanie jusqu'à la fin de cette année. La Palestine sera au menu d'une séance d'information publique ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU sur les défis auxquels l'UNRWA est confrontée pour fournir une assistance humanitaire aux Palestiniens de Gaza et pour garantir la capacité de l'agence à poursuivre ses opérations de manière plus générale.
Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu hier au siège de la mission algérienne auprès des Nations Unies à New York l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Batili, après la présentation de son dernier rapport au Conseil de sécurité sur la situation en Libye et l'annonce de sa démission de son poste. Lors de cette rencontre, Attaf a salué les efforts initiés par Batili au cours de son mandat pour contribuer au rapprochement des vues entre les parties libyennes et permettre à l'État frère de Libye de tourner la page des divergences et de la crise de façon définitive. Retour en Algérie, à Tindouf, une dynamique économique est constatée au cours de la Semaine nationale de l'intelligence artificielle où nous avons eu l'occasion de découvrir des projets innovants mis au point par des étudiants du centre universitaire Ali Kafi qui, une fois concrétisés, permettront de créer de la richesse et de l'emploi. Yasmine Msoudi. À l'occasion du lancement de la Semaine nationale de l'intelligence artificielle, les étudiants du centre universitaire Ali Kafi de Tindouf ont eu l'opportunité de présenter leurs projets, des projets qui, une fois concrétisés, permettront de créer de la richesse et des postes d'emploi. Nous avons conçu une poubelle intelligente qui fonctionne grâce à une application. Nous avons également créé une plateforme qui regroupe tous les points de collecte des déchets ainsi que les centres d'enfouissement technique situés en dehors de la wilaya. Notre projet s'intitule Taxi Wassichil, un transport destiné uniquement aux femmes et aux enfants grâce à notre plateforme qui permet aux clients d'entrer en contact avec les chauffeurs. Nous veillons à l'accompagnement des étudiants en les aidant à développer leur esprit entrepreneurial. Les travaux de cette rencontre ont été ponctués par plusieurs communications, s'articulant autour des défis de l'intelligence artificielle et des startups, ainsi que le rôle de l'IA dans le développement de la recherche scientifique, sans oublier les enjeux juridiques et éthiques. L'intelligence artificielle est un outil scientifique qui revêt aujourd'hui une importance primordiale, puisqu'elle contribue au développement de l'innovation et de la modernisation de l'économie. C'est l'un des défis scientifiques actuels et futurs. Le ministre a également saisi cette occasion pour mettre en exergue le rôle essentiel de son secteur dans le développement de l'intelligence artificielle, soulignant que l'Algérie est l'un des leaders dans ce domaine en Afrique. Direction Oum-le-Boigui où les flamants roses sont de retour au lac de Tensilt. Les récentes précipitations ont créé un environnement adéquat après plusieurs années de sécheresse. Pélicans blancs et autres espèces d'oiseaux migrateurs ornent désormais les belles zones humides. Voyez ce reportage de Abdelrahman Chebah. Le commentaire est signé Rina Lorari. Après des années de sécheresse, le lac de Tensilt à Oum-el-Bouaqi renaît grâce à une pluviométrie abondante, offrant un refuge une fois de plus aux flamants roses qui affluent pour nicher. En collaboration avec les autorités forestières, nous avons pu observer la présence de ces oiseaux emblématiques, signe prometteur d'un renouveau pour cet écosystème précieux. Nous avons recensé plus de 1700 oiseaux migrateurs dont 40 flamants roses ont été inventoriés et photographiés en attendant l'arrivée d'autres oiseaux. Cela fait presque 7 ans que je n'ai pas vu de flamants roses dans la région. Ils sont de retour pour nicher. Dans ce tableau naturel enchanteur, les flamants roses ne sont pas les seuls à éclipser le paysage. Les pélicans blancs et les cormorans au couvert ont également élu domicile au lac Tensilet, aux côtés des grues cendrées qui ont niché parmi les arbres de ce sanctuaire aquatique. À travers des observations régulières des zones humides réparties dans la wilaya, nous avons constaté l'arrivée d'un grand nombre d'oiseaux migrateurs ainsi que d'espèces résidentes dans la région. Parmi ces oiseaux, on trouve les flamants roses et les corneilles noires. L'abondance des récentes précipitations a permis de revitaliser de nombreuses zones humides à travers la wilaya d'Oum-el-Bouaqi, abritant une multitude d'espèces d'oiseaux migrateurs, dont certains sont rares et menacés et qui contribuent à la préservation de la biodiversité animale dans la région. En 1937, l'Allama Abdelhamid Ibn Badis a créé Dar al-Hadith à Tlemcen qui a permis à des générations entières non seulement d'apprendre le Coran, mais a joué également un grand rôle dans la sensibilisation du peuple pour lutter contre le colonisateur français. Abdel Jabbar Ben Yahya, Badia Amali. Tlemcen a toujours été une destination prisée par les savants.
Au cœur de cette cité millénaire, Dar el-Hadith est le témoin d'une époque prospère. Dar el-Hadith Dar el-Hadith était une très bonne initiative. Cette maison a été fondée pour enseigner les préceptes de l'islam. Cette maison est l'œuvre du Allama Abdelhamid Ibn Badis. Nos Algériens en quête de savoir. Construite dans un style architectural arabo-andalou, Dar el-Hadith dispense des enseignements dans différentes sciences. جمعية العلماء المسلمين بدأت مشوارها وكانت L'association des oulémas musulmans a participé à la révolution par le savoir et la sensibilisation du peuple. بالعلم وبالتوعية وبالإصلاح بموازاة مع الكفاح الشيخ عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله كلما زار أخاه. À chaque fois que Abdelhamid Ibn Badis rencontrait le cheikh Ibrahimi à Tlemcen, ils évoquaient la situation de la communauté, de l'association et de l'Algérie. Fondé en 1937, Dar el-Hadith à Tlemcen a permis à des générations entières non seulement d'apprendre le Coran, mais a joué également un grand rôle dans la conscientisation du peuple algérien pour sa lutte contre le colonisateur français. Et puis, cette triste nouvelle, le journaliste et commentateur sportif Mohamed Merzougui de la télévision algérienne est décédé ce mercredi à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie. Le défunt était une icône de la RTA et a exercé durant toute sa carrière dans le service sport en tant que journaliste et commentateur sportif. Un mot de sport pour terminer. L'USMA a décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie après une victoire acquise hier face à l'US Biskra sur le score de 3-1 au stade du 19 mai 1956 d'Annaba. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.